Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Hassan. Voilà, nous célébrons aujourd'hui au Sénégal l'an 1 de l'accession à la présidence du président Macky Sall. Un an après, quel bilan d'étape faites-vous de la gouvernance du président Sall? Merci beaucoup Hassan, merci à la RFM, merci de rehausser par votre action quotidienne la dignité de l'éminente fonction de journaliste dans le fonctionnement d'une démocratie. Merci de m'inviter. Merci à l'ensemble du peuple sénégalais que je salue au passage. Merci à tous les interlocuteurs. Merci également à tous mes compagnons, à tout le peuple sénégalais qui s'est mobilisé comme un seul homme pour me servir de bouclier face aux innombrables agressions dont j'ai fait l'objet à l'occasion du plus gigantesque complot d'État de l'histoire politique du Sénégal que j'ai vécu dans la décennie écoulée. Vous me permettrez également, Hassan, de rendre hommage et de féliciter, de rendre grâce à nos compatriotes chrétiens qui sont en plein carême, les féliciter pour le nouveau pape François, venu en période de carême, donc en période de grâce. Que son accession à la tête de l'Église soit l'opportunité d'une paix dans le monde et de l'unité des cœurs de tous les croyants. Le bilan d'étape est facile à faire. Il n'y a pas encore grand-chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En arrivant au pouvoir, le président de la République avait deux tâches fondamentales. La première, c'est nettoyer les souillures trouvées sur place, mais la plus essentielle, c'est de s'occuper du pays. En quelque sorte, nettoyer les erreurs de Wade, de la main gauche, mais surtout de la main droite, faire du Macky Sall, faire du Yoonu Yokkute, s'occuper des problèmes du pays. Aujourd'hui, la vie reste chère, l'emploi n'a pas décollé, des entreprises sont en difficulté, ferment leurs portes et licencient. Les délestages ont repris et la question de l'énergie n'est pas encore correctement prise en charge. Au niveau macroéconomique, on nous parle de mettre de l'ordre dans le profil de la dette plutôt que d'aller chercher l'argent nécessaire aux gros investissements et aux gros travaux que Macky Sall doit entreprendre puisqu'il doit terminer les chantiers du président Wade trouvés sur place, l'aéroport, l'autoroute à péage, la prolongation de la VDN, mais il doit également s'occuper des chemins de fer. Le port actuellement est encombré, il faut faire le deuxième port minéralier. Nous sommes en attente des centrales électriques, mais cette question ne me paraît pas être correctement prise en charge au moment où je parle, parce que pour concevoir une centrale électrique, il faut une équipe très forte, dédiée à la tâche. Ça, on en trouve à la Sénélec et dans la haute administration sénégalaise. Mais il faut surtout de l'autorité politique pour dire, vous me trouvez 3 interlocuteurs ou 4 ayant la capacité de conduire un projet de cette envergure. Vous discutez avec eux sérieusement et au bout de 2 ans, vous me sortez un projet d'une centrale de 250 mégas. C'est cela que cela nécessite comme temps. J'en parle puisque je l'ai fait pour d'autres pays dans le cadre de mes fonctions de consultant. Donc il y a un certain nombre de tâches urgentes à entreprendre. Il y a de l'emploi à trouver aux jeunes. Pour l'instant, je l'avais dit à la Tabaski, le bilan n'est pas fameux de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai qu'on passe du temps dans les biens mal acquis, dans les audits, dans la gouvernance. Quelques actions positives ont été posées, notamment sur le plan institutionnel. L'OFNAC est en place, la CREI est en place, mais ça, faisons ça de la main gauche. Mais ce qui est attendu du président de la République, ce qui est attendu de notre coalition Benno Bokk Yakaar, c'est créer des emplois et en masse. Et ça ne peut se faire qu'avec le secteur privé. Ce n'est pas le travail de l'État. C'est encourager l'initiative privée, qu'elle soit petite ou grande ou moyenne. C'est ça qui générera de l'emploi et c'est ça la principale tâche. Sur la grande question
des prix de denrées de première nécessité, il faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi aux populations. Les populations doivent comprendre que la formation du prix n'est pas l'affaire de l'État. C'est l'affaire du marché. Moi, j'ai grandi avec un père qui était marchand ambulant au marché Moussanté et au marché, grand marché de Thiès. Donc, je sais ce que Wahale veut dire. Wahale Bodjoubo. Le prix se forme comme ça, entre celui qui offre et celui qui demande. Ça ne peut pas être dicté par l'État. Donc, s'engager à réduire les prix des denrées de première nécessité est une illusion. Ce qui doit être fait, c'est donner du revenu et du pouvoir d'achat aux Sénégalais, du purchasing power, qu'ils aient la capacité d'acheter les produits qui leur sont offerts. Bien évidemment, au plan fiscal, l'État peut enlever ses taxes d'un produit, ce qui réduit son prix. L'État peut encourager la concurrence, ce qui aura comme effet de réduire les prix et d'exercer une pression sur les entreprises qui offrent. Monsieur le Premier ministre, les jeunes Sénégalais qui vous entendent aujourd'hui savent que vous êtes dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez été porté au pouvoir il y a 1 an, vous l'exercez avec Macky Sall, avec des ministères de souveraineté, ou certains ministères où exercent aussi des gens avec qui vous êtes, et des directeurs de société. Aujourd'hui, ils attendent l'emploi. Vous avez posé la question de l'emploi, elle est essentielle pour beaucoup de Sénégalais, pour même la dignité des jeunes Sénégalais. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi? L'emploi est tellement essentiel, Alassane, que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 3 façons d'accéder aux revenus pour satisfaire ses propres besoins. Le travail et l'investissement qui génèrent salaire et dividendes, c'est la partie la plus noble. La solidarité, cela peut créer quelques difficultés d'appréciation sur la personne qui reçoit. Et le vol, qui avilit carrément l'individu. Donc, il faut se concentrer sur l'emploi. Comment créer l'emploi? C'est le travail de chaque individu. En Wolof, on dit kheuy. Kheuy, c'est se lever le matin et sortir, à la recherche de la grâce, à la recherche des revenus. Entreprendre. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette femme qui se réveille à 5 h du matin ou 4 h de Guédiawaye, qui n'a même pas un capital pour acheter un panier de poissons à revendre, mais qui, entrepreneuse, prend simplement un bâton, met quelques clous au bout, va s'asseoir au marché pour écailler des poissons et faire du revenu. Elle a créé une entreprise. C'est celle-là qu'il faut aller encourager. Comment? Mais en augmentant et sa formation et son capital, en lui donnant accès à plus de crédit pour qu'elle achète des outils plus performants pour écailler son poisson, qu'elle élargisse sa table, son étal, son bar plus tard, et qu'elle recrute ses enfants, ses nièces, ses neveux pour venir exercer ce travail-là. J'ai croisé sénégalaise aujourd'hui est créatrice d'emplois. J'ai croisé un jeune, pas encore. J'ai croisé un jeune étudiant qui est allé organiser l'entreprise de sa mère qui écaille des poissons et qui y a amené de la valeur. Et ça, c'est ça qu'il faut encourager. L'économie n'est pas créatrice d'emplois puisque l'emploi naît automatiquement de la croissance. La croissance est générée par 3 moteurs. La demande des ménages et leur épargne, l'investissement des entreprises et l'action de l'État, X moins Y, qui donne l'action publique. Lorsque vous arrivez au pouvoir dans une situation où les 2 moteurs sont faibles ou affaiblis d'une part par le manque de revenus des ménages pour acheter, affaiblis par des entreprises qui croulent sous le poids de la dette intérieure, l'État n'a pas le droit de freiner son action sous prétexte d'embellir le profil de son déficit budgétaire. Or, c'est exactement ce que ce gouvernement-là a fait. En signant avec le FMI, de ramener le déficit budgétaire à moins de 3 ou 4%, donc de freiner l'économie au moment où les 2 autres moteurs... C'est-à-dire que l'État peut continuer à s'endetter. Bien évidemment. Écoutez, le Sénégal n'est qu'à 40% de taux d'endettement. Ça veut dire la dette en comparaison de sa richesse nationale n'est que de 40%. Le Ghana est à 80%. La France est à 70%. On parle de tous ces pays-là qui sont à 80. On a énormément de marge. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que Ablaye Diop était le meilleur ministre des Finances, puisqu'il savait trouver l'argent
Maintenant, il avait un mauvais président qui l'utilisait mal. Mais au moins, ce qu'on doit faire, c'est trouver de l'argent au président de la République pour qu'il fasse des nouveaux projets, qu'il termine. Mais dans le monde, il n'y a que ça. Tous les jours, je l'ai dit à Macky, l'offre est là, puisque la signature du Sénégal est bonne. Contrairement à ce qu'on pense, notre signature est excellente. Nous sommes un pays stable. Nous sommes un pays démocratique. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, l'investisseur, moi, quand j'étais chez Pricewaterhouse et que je donnais un conseil à un investisseur pour choisir une plateforme d'investissement, la première chose que je regardais, c'est est-ce que c'est un endroit sûr où on peut mettre son argent. C'est la sécurité, c'est la stabilité. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. Mais ça, les investisseurs le savent. Vous dites qu'Abdoulaye Diop savait aller chercher de l'argent. Attendez, laissez-moi terminer. Oui. Donc, c'est la stabilité et la sécurité, notre premier atout. C'est la démocratie. Les gens savent qu'il y a une opinion publique libre, qu'il y a une presse libre et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans que la presse en rende compte. Ils savent qu'il y a une justice et que si un contrat n'est pas honoré, on a la possibilité d'aller au tribunal, même si beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs viennent se plaindre auprès de moi du fonctionnement de la justice et du comportement de certains magistrats dans le traitement de certains dossiers économiques. Donc, mais le Sénégal a des atouts, sa signature est bonne, il faut aller chercher l'argent et résoudre les problèmes. Passer maintenant du temps à nettoyer les souillures passées, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et ce n'est pas ça le travail qui est attendu. Vous avez dit qu'Abdoulaye Diop, le ministre de l'économie, savait aller chercher de l'argent, le trouver. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est le FMI. Très bien. Alors, on a un premier ministre banquier, un ministre de l'économie et des finances banquier. Mais justement, c'est ça le problème. Pourquoi? Ce sont des banquiers. Vous savez, les banquiers, c'est ça le problème. Ce sont des banquiers. Ce ne sont pas des gens qui connaissent la finance publique. C'est deux métiers différents. Le banquier, c'est quoi? C'est j'ai mon épargne, je dépose. Et quand je viens lui emprunter, il me demande des garanties pour ne pas prendre de risques. Abdoul Mbaye, un mauvais Premier ministre? Écoutez, je n'ai pas dit ça. C'est au président de la République de choisir ses collaborateurs. Je dis simplement que la finance publique n'a rien à voir avec la banque privée. Rien. C'est deux mondes complètement opposés. Erreur de casting de Macky Sall. Pardon, s'il vous plaît. Erreur de casting de Macky Sall. Pardon, s'il vous plaît. Le banquier, il est là pour garder l'argent et le prêter parcimonieusement. Le ministre des Finances est là pour aller chercher l'argent et le dépenser vite pour résoudre les problèmes. Créer des hôpitaux, créer des écoles, créer des routes. On ne doit pas prendre quelqu'un qui sait garder l'argent. On doit prendre quelqu'un qui accepte de le dépenser. Oui. Oui, qui crée des richesses. Qui crée des richesses et qui dépense. Oui, merci Monsieur le Premier ministre. Alors, vous avez dit que la signature du Sénégal est bonne. Elle est excellente. Elle est excellente. Oui. En 2000, je vais vous rappeler cela, quand vous disiez que vous avez rencontré un haut fonctionnaire du FMI, que vous disiez, you are a country of beggars, c'est-à-dire un pays de magnans. Absolument. Ça, je m'en souviens encore. Qu'est-ce qui a différencié ce Sénégal qui est aujourd'hui un pays qui a une excellente signature et ce Sénégal qui est composé de mendiants? Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est relative à l'emploi. C'est-à-dire, le pouvoir actuel a lancé plutôt un appel d'offres pour le recrutement de 5500 emplois dans la fonction publique et 500 000 autres emplois sont également prévus. Est-ce que vous voulez dire tout simplement en parlant de ce qui a été fait dans ce domaine que c'est une goutte d'eau dans une mer sur vous? Par rapport à votre première question, il y a une dizaine de jours, je me trouvais à Paris. Un de mes amis, haut fonctionnaire au Quai d'Orsay, que je ne nommerai pas, me dit: écoutez, la semaine dernière, j'ai eu des échanges avec votre ministre des Finances parce que je lui ai clairement signifié que je ne comprenais pas qu'il revienne nous demander une aide budgétaire. Il me dit: moi, je suis fonctionnaire, certes, mais je suis aussi un contribuable français. Et nous, en France, on a des problèmes dans nos banlieues. Donc, l'argent qu'on donne aux Africains, c'est bien la solidarité, mais je ne veux pas qu'on le donne n'importe comment. Alors, donc, ce que vous rappelez, nous ne devons pas être un pays de mendiants qui tend la main, qui demande. Non, nous devons d'abord nous concentrer sur ce que Dieu nous a donné.
le développer et ensuite aller vers nos partenaires sur le même pied, sur un pied d'égalité. Les Français, les Allemands, les Japonais, les Chinois, les Arabes, nous devons traiter avec eux en partenaire, pas en quémandeur. Donc, je le rappelais, effectivement, ce fonctionnaire m'avait dit « You are a country of beggars ». Et ça m'avait frappé. Je lui ai dit « Non, notre génération va changer cela ». Et la deuxième question que vous avez posée, c'était l'emploi. Alors, c'était par rapport à l'emploi. C'est 500 000 emplois sur 7 ans. Oui, non, les 500 000 emplois, non, les 500 000 emplois, il ne peut pas les créer s'il ne développe pas le secteur privé. Il faut arrêter de rêver. Je vous ai dit, l'emploi, c'est le secteur privé qui les crée. On ne peut pas, d'un côté, mettre des handicaps lourds sur notre secteur privé, gêner sa productivité, gêner sa compétitivité, ne pas lui fournir une énergie électrique pas chère et surtout permanente et en abondance, lui mettre les bâtons dans les roues et lui demander de créer des emplois. Ce n'est pas possible. L'emploi est créé par le secteur privé. Il faut être en partenariat avec ce secteur privé-là, lui ôter les obstacles pour qu'il génère de l'emploi. Aujourd'hui, la Sokas ferme, les huiliers n'ont pas de graines, les sucriers, on veut transformer le Sénégal en souk là, en laissant des importations n'importe comment. Où est-ce que vous allez trouver des emplois? Monsieur le Premier ministre, est-ce que la fiscalité est la seule ressource de ce gouvernement? Non, écoutez, un gouvernement, c'est d'abord la fiscalité, hein. Il ne faut pas se tromper. Ce haut fonctionnaire français-là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoutez, vous venez commander ici au moment où, chez vous, il y a des gens qui ont de très belles villas, de très belles voitures, qui payent pas les impôts, et qui payent 0 impôt. Vous savez, j'ai discuté une fois avec mes amis de la Banque Lazare, qui avaient une mission au Cameroun, je crois. Lorsque la mission est arrivée sur place, ils ont regardé le rôle des impôts, c'est-à-dire la liste des contribuables. Ils ont trouvé qu'il y en avait 2500 ou 25 000, je ne sais plus le chiffre. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des jeunes, ils leur ont donné des mobylettes et des caméras. Ils leur ont dit, vous parcourez la ville, vous photographiez les enseignes et les maisons. Après 2 semaines, le rôle des impôts a atteint 89 000 personnes. Uniquement par ce simple fait. Donc, au Sénégal, à un moment, l'entreprise de Mimran payait 20% des recettes fiscales des grandes entreprises. Ça veut dire qu'il était presque le seul qui payait. C'est complètement ridicule. Alors qu'il y a des gens qui brassent des milliards qui ne payent rien. Commençons par ça. Faisons payer ces gens-là, élargissons l'assiette fiscale et faisons payer un peu à chacun. Et ne faisons pas payer les mêmes. Qui paye aujourd'hui au Sénégal? Ce sont vous, les salariés là, puisque vous ne pouvez pas échapper. Ce sont vous là, les salariés là, vous prenez l'essentiel du fardeau, alors que vous devez en prendre un peu, avoir plus de purchasing power, d'argent qui vous reste à la fin pour dépenser, et c'est ça qui fera marcher l'économie. Les quelques entreprises formelles doivent payer un peu, les commerçants un peu. Mais tu ne peux pas dire dans un pays, il n'y a que quelques-uns qui payent beaucoup. Ce n'est pas normal. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour en revenir au tout premier point, vous avez fait votre lecture du bilan d'étape du président Sall et c'est un constat, c'est-à-dire le bilan n'est pas fameux. Pas encore. Pas encore fameux, on est d'accord. Alors, cela peut, c'est un constat, ça reste un constat. Et ce constat peut sembler troublant pour les Sénégalais aujourd'hui qui se posent la question de savoir, mais quelle est donc la posture de Idrissa Seck? Est-ce qu'il est là en attendant de pouvoir remplacer Macky Sall, prendre le siège, ou en tout cas l'accompagner comme il l'a fait pendant la présidentielle? Mais quand je dis l'accompagner, j'entends un accompagnement plus proactif qu'autre chose. Tout à fait. Alors, en opposant au pouvoir. Non, non, il ne faut pas se tromper. Je suis membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je n'entends rien faire pour la quitter et je n'ai pas décidé de la quitter. Mais
jamais dans ma vie, je ne mêlerai le faux à la vérité et je ne cacherai la vérité. Jamais. Il n'y a pas de compromission possible là-dessus. Quand M. Macky Sall m'a invité à faire partie de la coalition, je lui ai dit 2 à 3 choses. Je lui ai dit, 1, le soutien que je vous ai apporté au 2e tour de l'élection présidentielle ne génère de votre part en ma direction ni obligation ni dette. Parce que ce n'est pas vous que je soutiens, c'est ma parole que j'honore, puisque j'honore toujours mes engagements. J'avais déclaré que je soutiendrais le candidat de l'opposition le mieux placé, c'est ce que je fais. Il se serait appelé Tanor ou Niass, je l'aurais également soutenu, ou Gadio, ou Youssou Ndour, ou n'importe qui. Je l'aurais soutenu. Maintenant, il m'a invité à la coalition. Je lui ai dit, j'accepte pour 2 raisons. La première, je considère que nous sortons d'un traumatisme violent. Tout le combat que nous avons mené pour le départ de Wade, à la place de l'indépendance, les grenades lacrymogènes, il y a même eu des morts, le jeune Mamadou Diop, etc. Le Sénégal a besoin de pause par rapport à ça, de se reposer un peu de ce traumatisme. Deuxièmement, la sous-région est trouble. La Côte d'Ivoire n'a pas parachevé sa réconciliation. Le Mali est en trouble avec des terroristes. La Guinée-Bissau est en trouble avec des narcotrafiquants. Donc, nous devons faire attention. La Guinée n'est pas encore très stable. On parle d'élections législatives, on ne sait pas ce qui va s'y passer. La classe politique sénégalaise doit avoir l'intelligence et la sagesse de se mettre ensemble pour créer un environnement de paix, de sérénité, de stabilité, pour que le président de la République s'attaque aux vrais problèmes. Résoudre la question de la fourniture d'électricité, résoudre la question de l'emploi, stabiliser et pacifier la Casamance, améliorer le profil de nos rapports avec nos voisins, le reste de l'Afrique et le monde. Ça, c'est du travail. Ça, bien évidemment que je l'accompagne quotidiennement. Mais, je termine, je lui ai dit, le président de la République, ce n'est pas une fonction collégiale. C'est une fonction exercée par un individu seul. C'est à vous que revient la charge de définir la politique de la nation et de l'assumer. C'est à vous de nommer aux emplois civils et militaires. C'est à vous de gérer les actifs du pays et de les protéger contre le vol et le pillage. C'est à vous que revient la charge de gérer nos relations internationales. Dans cet exercice, vous avez la possibilité de me consulter ou pas. Même si je vous recommande de me consulter le plus fréquemment possible, c'est cela votre intérêt. Et de consulter les autres. Deuxièmement, une fois que vous m'avez consulté et que je vous ai donné mon avis, vous avez la latitude d'en tenir compte ou pas. Parce que mon avis va croiser dans votre mécanisme décisionnel d'autres avis venus d'ailleurs. Donc, la décision qui sera forcément synthétique que vous prendrez peut ne pas être conforme à l'avis que j'ai émis. Je ne m'en offusquerai pas. Mais, si sur une question, vous n'avez pas jugé utile de me consulter et que vous preniez une décision que je juge non conforme aux intérêts du Sénégal, ne vous étonnez pas de m'entendre, si le peuple ou la presse m'interpelle, de donner mon avis et pas le vôtre. Cette liberté-là, je la conserverai à vie. Je l'ai conservée sous Wade, je la conserverai davantage sous Macky Sall. Ce que Wade n'a pas obtenu de moi, il est hors de question que Macky Sall l'obtienne de moi. Parce que, en matière d'emploi, il n'y a qu'une seule liberté, celle de choisir son patron. C'est ça que Alain Menck a dit. Et moi, avant, en 88, souvenez-vous, j'avais écrit dans un journal, Sopi, c'est votre collègue Mamadou Omar Ndiaye qui m'avait interviewé. Quand Wade m'a invité à être son collaborateur, je lui ai dit je ne le ferai qu'après avoir rempli 2 conditions. Une bonne formation académique pour que les avis que je vous donne ne soient pas farfelus et une indépendance financière totale pour que quand je vous donne un avis, je ne pense pas à ma dépense quotidienne. J'ai garanti les 2. Je l'ai écrit à 29 ans. Donc, c'est encore beaucoup mieux face à Macky Sall. Je lui ai dit, en toutes circonstances, je te dirai la vérité. Oui, monsieur le Premier. Alors, le soutien que je lui apporte, c'est celui-là.
Je lui ai dit, faites attention. Tout leader qui ferme son accès à la vérité tombe. Depuis l'Antiquité, les Grecs ont appelé ça l'hubris, qui guette les grands chefs. C'est-à-dire cette démesure où on arrive à penser qu'on se suffit à soi-même, qu'on n'a plus besoin de conseils et qu'on ne doit entendre que des laudateurs. C'est ça qui a perdu Alexandre le Grand, c'est ça qui a perdu César, c'est ça qui a perdu Wade. Mandela et Senghor en ont été préservés. Donc le leader doit rester ouvert à la vérité et à la critique. Et il doit dilater sa poitrine pour être apte à recevoir des messages désagréables, à les intégrer à son processus décisionnel dans l'intérêt du pays. Moi, mon parti s'appelle Réumi. Le pays. Toute décision que je prends, j'ai un critère. Est-ce que c'est conforme à l'intérêt supérieur de la nation ou pas? Je vous l'ai dit, les États-Unis ne sont puissants qu'à cause de ça. Le président de la République, après avoir entendu tous ses collaborateurs, quand son Chief of Staff ou son National Security Advisor vient à lui pour une dernière décision, ce qu'il lui dit c'est « This is our vital national interest to do this ». C'est notre intérêt vital national de faire ça. Si ça implique d'aller bombarder l'Irak, c'est ça qu'il va faire. Donc, nous devons avoir le même comportement. Avoir comme seul critère d'appréciation des décisions que nous prenons l'intérêt vital de la nation. Oui, monsieur le Premier ministre, on peut vous accuser d'être un opposant, je ne dirais pas au pouvoir, mais dans le pouvoir. Alors, la nuance est à son sens. Quelqu'un d'autre m'a dit la même chose, figurez-vous. Mon ami Mahmoud Saleh est venu me dire un jour, vous savez, il y a des gens qui viennent dire au président que vous êtes là, vous guettez les fautes et que vous allez peut-être en tirer profit. Je lui ai dit, si c'est le cas, dites au président que c'est ça son intérêt. D'avoir un guetteur aussi vigilant que moi l'empêchera de faire trop de bêtises. Oui, justement, 2007 c'est derrière nous, 2012 également. Alors, quels sont vos prochains challenges? Pour ne pas dire quel est votre prochain challenge. Je fais référence justement au travail que vous êtes en train de faire sur le terrain avec votre parti. Tout à fait. Est-ce que déjà vous pensez à 2017? Non, je n'ai jamais pensé ni à 2007, ni à 2012, ni à 2017. Je vous ai dit ce à quoi je pense en permanence, c'est qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Je ne suis pas venu ici par moi-même. Je ne peux pas y demeurer par moi-même. Celui qui m'a amené ici, qui qu'il soit, ou quoi qu'il soit, m'a envoyé un message très simple, contenu dans le Coran. Il me dit, j'ai créé la mort et la vie dans le seul but de savoir lequel d'entre vous est le meilleur en bonnes œuvres. Donc, la vie, comme Camus l'a dit, serait absurde si la naissance et la mort étaient les seuls facteurs qui devaient coexister et si la vie se passait comme ça et qu'il n'y ait rien derrière. Mais le but de la vie, c'est de produire des bienfaits pour les autres. Vous êtes chrétien. J'ai appris au collège Saint-Gabriel, où j'ai failli être séminariste, que Jésus a lavé les pieds de ses apôtres pour enseigner ce principe. Pour enseigner que servir les autres, c'est la station la plus élevée de la seigneurie. Se mettre au service des autres, c'est la station la plus élevée dans la seigneurie. C'est ça, être seigneurial. C'est pour ça que chez moi, je donne plus de respect à Ndeye Sarr qu'à Fatou Sok ou Lena Sen. Parce qu'elle me nourrit avec tellement de soin. Mamina, qui conduit ma voiture, il fait beaucoup de... mais, voilà, il est d'une grande fidélité, il est d'une grande amitié, et voilà. Donc, puisque ces gens-là qui servent les autres sont les seigneurs des autres. Donc, ma seule préoccupation, c'est servir. Me mettre au service de mon pays. Et quelle que soit la station que j'occupe, en tant que mari, c'est ce que je fais. J'essaie de servir Ndeye Penda au mieux. En tant que père, j'essaie de servir les enfants au mieux. En tant qu'ami, j'essaie de servir Sidi Kounta au mieux. En tant que président du parti, j'essaie de servir mes collaborateurs au mieux.
En tant que maire de Thiès, même s'ils ne me voient pas et s'en offusquent, j'essaie de les servir au mieux. D'accord, justement, monsieur le Premier ministre. Mais en tant que... Donc justement, vous ne pensez pas à 2017, mais certainement vous pensez à 2014, les locales. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des ambitions pour redevenir maire de Thiès d'abord? L'autre chose, c'est par rapport à la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a eu beaucoup de remous. Vos collaborateurs, je pense citer Thierno Bocoum par exemple, dit que le champ politique a un tout petit peu changé. Il y a eu de nouvelles donnes, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, comment comptez-vous y aller à ces locales-là? Est-ce qu'aujourd'hui, quels doivent être le schéma pour la distribution, par exemple, des postes pour ces locales-là? Merci beaucoup. L'autre question, excusez-moi, vous avez loué tantôt la démocratie sénégalaise. Vous dites que le Sénégal a une bonne signature. Ça nous permet de faire une petite digression sur l'arrêt de la CEDEAO. La CEDEAO a rendu son arrêt et a sanctionné l'État du Sénégal par rapport à l'interdiction de sortie du territoire à des dignitaires de l'ancien régime. Aujourd'hui, dès qu'on dit que si l'État du Sénégal n'applique pas cette décision-là, ça risque de plomber entre guillemets sa démocratie. Vous, en tant qu'ancien Premier ministre, en tant que responsable, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci beaucoup. Sur Thiès, j'honore toujours mes engagements. J'honore toujours ma parole. Vous savez, Dieu s'interroge dans le Coran. Il dit, ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une énorme abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ça, c'est ce qu'il dit. Respecter sa parole, honorer son engagement est une exigence simplement de dignité humaine. C'est pour ça que quand j'entends ce fameux débat au sein de l'APR sur le président doit-il ramener le mandat à 7 ans ou 5 ans, je trouve ça pas convenable. Le président s'est engagé, il doit honorer sa parole. Moi, j'ai déjà fait 2 mandats à Thiès, je n'en ferai pas un 3e. Mais, tant qu'il me restera un souffle de vie, je le consacrerai au rayonnement de Thiès et des Thiessois, au rayonnement de la région dans son ensemble, au rayonnement du Sénégal et de l'Afrique. Jamais je ne me débarrasserai de cette charge et de cette mission. Donc, j'entends en tant que chef de parti, peut-être en tant que tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au local, diriger la campagne au local à Thiès. Mais je n'en serai pas le maire. Ça, je l'ai déjà dit et je l'appliquerai. Maintenant, par rapport à la coalition Benno Bokk Yakaar, au présidentiel premier tour, il y a eu une distribution, essentiellement 26 Macky, 13 Niass, 11 Tanor, 8 moi et 7 pour tous les autres. Nous avons appliqué ce critère-là pour aller aux législatives, ce qui était normal parce que entre la présidentielle et les législatives, il n'y avait pas assez de temps pour modifier les donnes. Mais lorsqu'on a voulu appliquer ça au sénatorial, malgré l'accord et l'engagement à la conférence des leaders de Moustapha Niasse et de Tanor Dieng, la base socialiste de Benno Siggil Sénégal a rejeté ce critère. Et les gens ont fait leur liste au niveau de Dakar, avec je crois Bamba Fall ou des élus locaux en tout cas, on dit il n'est pas question qu'on donne le poste de sénateur à l'APR. Mais ce sont ces gens-là qui iront au local. Donc le critère qu'on a toujours utilisé est devenu caduc. Et comme je l'avais annoncé très clairement, j'ai dit à Macky Sall que l'important c'est qu'on décide de rester ensemble. Mais la distribution du poids relatif de chacun d'entre nous aux yeux des Sénégalais dans l'allocation de leur confiance, c'est quelque chose que nous devons laisser au peuple seul, qui est souverain. Si j'ai 99%, toi 1%, on sera ensemble. C'est ça l'intérêt du Sénégal. Si tu as 99 et moi 1, on sera ensemble. C'est ça l'intérêt du Sénégal. Mais lequel d'entre nous aura 99, seul le peuple en décidera. Donc, naturellement,
toutes les incompréhensions dont vous avez parlé et tous les sujets de controverse, la mauvaise perception de mes rapports avec Wade, les critiques d'inaccessibilité, d'arrogance et de distance, tout ça mis ensemble ont conduit au faible score que j'ai eu. Maintenant que j'ai entrepris la réconciliation avec le peuple sénégalais, maintenant que le peuple sénégalais constate que ni le poste de vice-président, ni un deal quelconque qui m'empêcherait de dire à Wade la vérité, puisque ce que j'ai fait pour qu'il tombe, personne d'autre ne l'a fait. J'ai été le premier à dénoncer la dévolution monarchique du pouvoir, j'ai été le premier à dénoncer la violation de la Constitution par Wade. Les autres se sont agrégés autour de ces combats-là. Donc, maintenant que j'ai entamé ce processus de réconciliation, naturellement, le rapport de force à l'intérieur de la coalition Benno Siggil Sénégal va se modifier. Forcément. Comment on va aller au local? Si, par exemple, au terme de ce processus de tournée nationale, de travail de structuration de mon parti, de réconciliation avec les Sénégalais, j'estime, et d'élargissement de ma coalition en direction de mes frères libéraux qui ne sont pas souillés dans les biens mal acquis et qui ont conservé toutes les valeurs qui ont fait le SOPI, courage, combativité, engagement au profit du peuple sénégalais. Si tout ça est fédéré, bien évidemment, le rapport de force interne de la coalition va se modifier. Si j'estime à l'approche des locales que je suis devenu 35 ou 40%, c'est ça que je demanderai à mes collègues de la conférence des leaders. S'ils me le donnent, c'est très bien, on va en coalition. S'ils ne me le donnent pas, j'irai tester auprès du peuple si ce que je crois est vrai ou pas. C'est cette question bien précise que beaucoup de Sénégalais vous reprochent. Oui. En disant que le Premier ministre Seck pense que le Sénégal s'arrête Dakar-Thiès. Et qu'il est inconnu de beaucoup de Sénégalais parce qu'il n'est pas en contact avec eux, qu'il a quelque part, il y a des critiques qui sortent dans la presse, une sorte de distanciation avec les gens avec qui vous voulez donner le suffrage. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que profondément, vous allez changer sur ce point bien précis pour aller voir les Sénégalais dans les hameaux, passer la nuit chez eux, pour savoir de quoi ils vivent pour demander le suffrage? Absolument. La deuxième question, c'est l'histoire des biens mal acquis aujourd'hui. La traque des biens mal acquis. On parle de la gestion du pouvoir pendant 12 ans. Vous avez été avec Abdoulaye Wade pendant tout ce temps avant de quitter le pouvoir. On parle de milliards de francs CFA du Sénégal dilapidés à l'extérieur. Quelle est votre position sur les biens mal acquis aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le Sénégal est capable de retrouver cet argent? Merci. Merci beaucoup, Alassane. Ce que vous avez décrit est effectivement la perception que beaucoup de Sénégalais ont eue de ma personne. Perception qui politiquement et électoralement compte, mais qui est très loin de la réalité que je vis. Ce que peut-être ceux qui ont cette perception oublient d'accepter ou oublient d'intégrer dans leur perception, c'est ce que j'ai vécu. J'ai profondément souffert au cours des 10 dernières années. Vous savez, j'ai vécu 30 ans avec un homme qui s'appelle Abdoulaye Wade. Je l'ai connu, je n'avais pas 14 ans. Chez moi, à Grand Thiès, chez Badaragnan, qui était son ami. Et Wade lui a dit, c'est mon père qui les a mis en relation et qui a scellé leur amitié. Ils ont cofondé le PDS. Et cet homme-là m'a pris comme son fils. Il m'a tout donné. J'étais vraiment son enfant gâté. J'étais le seul à rentrer dans sa chambre où il n'était pas complètement habillé pour l'aider à faire sa gymnastique. Quand il venait à Paris, nous étions tout seuls dans la 205, qu'il conduisait lui-même pour faire le tour des foyers. Donc, subitement, et sa femme avait exactement la même affection pour moi. La semaine dernière, quand je devais recevoir les gens de Princeton, ma femme m'a dit, pour les cadeaux, pourquoi ne pas appeler Binta Laye Thiaw, qui est la patronne des femmes de Malika, pour acheter là-bas les nappes de table. Ces nappes de table-là, c'est Viviane Wade qui les avait encadrées pour le faire. Viviane Wade, c'est elle qui m'a mis en relation avec la plupart des artistes sénégalais, les Serigne Mbaye Camara et tout ça, puisque c'est elle qui allait acheter les tableaux pour décorer mon salon.
C'est elle qui m'a amené beaucoup d'artisans, puisqu'elle dessinait mes propres meubles et surveillait leur fabrication dans l'enceinte de ma maison. D'ailleurs, un de ces jardiniers me disait, boo toppee Viviane mi danañ la yóbbu ci Baye Daouda ndax yii mu fi indi ay njaqaki ay yu kenn xamul danañ la ndëppal. Donc, subitement, son fils grandit, veut ma place, et un complot est fabriqué avec une série d'agressions violentes. L'agression a commencé par une agression médiatique. J'étais encore Premier ministre. Le président de la République, sur ses fonds politiques, crée des journaux dont la seule ligne éditoriale était de me salir. Il est midi. Le Messager, Khibar, Express News. Vous étiez là. Salir Idrissa Seck était leur mission. On invente cette théorie du coup d'État rampant, du coup d'État debout. On va à Touba me salir et me mettre en mal avec la communauté mouride, en leur disant d'ailleurs des mensonges. On leur a même dit que le manteau que Serigne Mourtala m'avait donné, je l'ai offert à Macky Sall, mais jamais de la vie. C'est un mensonge. Demandez à Macky Sall, il est président de la République. C'est faux. Ce manteau-là, il est chez moi, je le parfume quotidiennement. Et après mes prières de l'aube, je fais ce que Serigne Touba a recommandé, Assirou Ma'al Abrar. Je marche et je chemine à côté de ce saint homme-là, dont j'ai apprécié l'immense valeur. Il ne m'a jamais dit autre chose que de m'occuper de la promotion de l'islam par la perfection de ma conduite. Ils ont dit que c'est moi qui Mais écoutez, j'en arrive, c'est une question importante, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Je suis dans un processus de clarification, il est important que ce soit parachevé. Ils ont inventé des choses pour me salir. Ils sont allés dire que le marabout, la Khadim Bousso, c'est moi qui ai ordonné qu'on aille le chercher et c'est ça qui a conduit à son suicide. C'est faux. C'est Wade qui l'a fait en Conseil national de sécurité. Les généraux sont là pour en attester. C'est faux. On est allé raconter n'importe quoi dans cette agression. Deuxièmement, agression judiciaire. On m'accuse sans preuve, sans fondement. À la fin de la première audition avec le commissaire Assane Ndoye, il écrit au procureur de la République, nous n'avons aucune preuve à charrier contre monsieur le Premier ministre. On lui dit, faites-le attendre. 2 heures après, on lui envoie une autre lettre en lui disant maintenant ce ne sont plus les chantiers de Thiès, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Assane Ndoye vient me trouver, il me dit, monsieur le Premier ministre, sur la base de ces nouvelles charges, tous vos droits sont éteints, mes pouvoirs d'investigation sont illimités. Je peux vous garder 96 heures renouvelables. C'est là où je lui ai fait la fameuse réponse. Je lui ai dit, mais monsieur le commissaire, je ne parle pas de vous. Hein. Vous êtes fonctionnaire. Je ne parle même pas des 2 ministres là qui vous donnent les instructions. Je ne parle même pas de leur Premier ministre à travers qui le président envoie les instructions. Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps, il n'y a pas de puissance. Wala hawla wala quwwata illa billah. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le Premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État, puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. Ne venez pas me dire que vous pouvez éteindre quoi que ce soit en moi. Rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Alors voilà, ils m'ont sali. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont fait une propagande monstrueuse contre moi.
Ensuite, agression physique. Vous étiez là quand ils ont envoyé des nervis attaquer mon domicile et contraindre mes enfants à l'exil. J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue s'enlacer contre moi en me disant « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» J'en ai encore le souvenir. Et je rends grâce à des amis, de vrais ceux-là, des grands frères à moi, qui ont veillé à ce que cette famille-là ne manque de rien. Monsieur le Premier ministre. Jusqu'au cadeau de Noël. Voilà. Jusqu'au paquet. Monsieur le Premier ministre. Des cadeaux de Noël. Monsieur le Premier ministre. Les agressions ne se sont pas limitées là. Agression politique. On m'interdit d'avoir un parti politique. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, celui qui est allé à la télévision dire que le Rewmi n'existera pas, c'est lui-même qui est devenu président de la République et qui m'a donné le récépissé. Pour vous dire l'étendue de la grâce d'Allah. Vous savez, je louerai autant de fois qu'il y a de souffle dans l'univers. Ce Seigneur-là, qui lorsqu'il veut faire une faveur à son serviteur, enchaîne les causalités pour que s'aplanissent les difficultés devant lui. Voilà ce qui s'est passé. Les Sénégalais ne le savent peut-être pas. J'ai souffert dans ma chair. Mais j'ai appliqué ce verset qui exige d'endurer d'une belle endurance. J'ai enduré d'une belle endurance. Comme ces compagnons-là qui sont là. Les vieux Sandjiri Diop là, ils ont enduré d'une belle endurance. Monsieur le Premier ministre, votre professeur de gymnastique vous faisait faire dos de chien, dos de chat. Et c'est depuis que vous avez appris que Dieu a appris aux chiens la médecine du dos, que vous n'êtes plus vexé d'être taxé de chien. Vous l'avez dit il y a 10 ans. Et pourtant aujourd'hui, vous en parlez avec passion. Cela vous tire les larmes. Pourquoi 10 ans après, cela suscite tant de passion chez vous, au point de vous tirer ces larmes? Parce que ces Sénégalais-là, je leur dois beaucoup. Et je ne veux pas qu'ils considèrent que c'est une distance. Moi, j'ai du respect pour chaque être humain. À cause du verset « Walaqad karamna bani Adam ». Allah a honoré les fils d'Adam. Voilà, je respecte chaque être humain. Monsieur le Premier ministre, nga baal ñu dallu tuuti rek ndax ay publicité xam naa ne xol yi mayeetu ko ñu may ko mu dallu Premier ministre Idrissa Seck mbokk yi. Monsieur le Premier ministre groupe Futurs Médias yëpp a ngi lay gërëm bu baax di la sant. Jërëjëf, merci Al. Voilà, merci donc.